Tu n'auras jamais de propriété, a ri ma sœur lors du dîner de famille. Papa a hoché la tête, content Théoï de louer pour toujours. J'ai dit doucement, tu as probablement raison. Le lendemain, j'ai appelé mon gestionnaire immobilier, arrêté d'accepter les paiements de loyer de Sarah. La conversation a commencé assez innocemment lors du dîner du dimanche. C'est ainsi que ces réunions de famille commençaient toujours, avant de dégénérer en subtile compétition et en critique à peine voilée. Sarah avait passé les 20 premières minutes à montrer des photos de son dernier projet d'amélioration de la maison, une rénovation de cuisine avec des comptoirs en marbre, des armoires sur mesure et un dosseret qu'elle planifiait depuis des mois. C'est incroyable ce que la propriété immobilière vous permet de faire, a-t-elle dit, en faisant défiler son téléphone pour afficher un autre angle des surfaces de granit immaculé. L'équité ne cesse de s'accumuler mois après mois, contrairement à certaines personnes qui jettent de l'argent par les fenêtres en loyer chaque mois sans rien à montrer. Maman a passé les pommes de terre et a hoché la tête avec approbation, son visage s'illuminant de fierté maternelle. Sarah a toujours été la plus intelligente en matière d'argent, très pragmatique concernant les investissements à long terme et la création de richesse. Elle pense à l'avenir. J'ai continué à manger mon dîner tranquillement, habitué à ces pics subtils concernant mes apparentes lacunes financières. Pour la famille, j'étais la moins performante, celle qui travaillait dans ce qu'il supposait être un petit cabinet de conseil, conduisait une modeste Honda Civic de 3 ans et vivait dans ce qu'il croyait être un appartement loué dans un quartier moins prestigieux de la ville. En parlant de loyer, a lancé Papa, coupant son steak avec plus de force que nécessaire. Peut-être est-il temps que tu commences à penser sérieusement à ton avenir. Emma. Tu ne peux pas louer éternellement comme une étudiante. À 29 ans, la plupart des gens qui réussissent accumulent de l'équité et investissent dans l'immobilier, au lieu de payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre mois après. Moi. Sarah s'est penchée en arrière sur sa chaise avec un sourire satisfait, profitant clairement de sa position de sœur financièrement prospère. Je veux dire, je comprends tout à fait. Tout le monde n'a pas le score de crédit ou la compte nécessaire pour devenir propriétaire. Les exigences sont assez élevées de nos jours, mais il existe des programmes pour primo-accédants. Tu sais, même pour les personnes dans ta situation particulière. La condescendance dégoulinait de chaque mot soigneusement choisi. Sarah s'était toujours positionnée comme la sœur accomplie, celle qui avait toute sa vie tracée et exécutée parfaitement. Elle avait obtenu son diplôme d'une école de commerce avec mention, décroché un poste de marketing prestigieux dans une grande entreprise pharmaceutique et acheté sa première maison à 26 ans. Grâce à ce qu'elle prétendait être une planification financière prudente et des économies disciplinées. Pendant ce temps, j'étais juste Emma, la discrète qui restait dans son coin, ne semblait jamais réussir grand-chose professionnellement et paraissait contente d'un mode de vie modeste qui criait à la sous-performance à quiconque prêtait attention. Le marché du logement est incroyablement compétitif en ce moment, a ajouté oncle Robert de l'autre bout de la table. Toujours prêt à en rajouter quand la famille discutait de mes diverses lacunes. Il faut un revenu substantiel, un crédit parfait et un acompte important. Ce n'est certainement pas pour tout le monde. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce niveau de responsabilité financière. J'ai hoché la tête poliment et pris une autre bouchée de haricots verts, ma réponse habituelle à ces évaluations hebdomadaires de mes choix de vie. Vous avez probablement tous raison à ce sujet. Ne vous méprenez pas, a continué Sarah, savourant clairement les projecteurs et l'occasion de montrer sa compréhension supérieure des finances personnelles. Il n'y a absolument rien de mal à louer. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les responsabilités qui accompagnent la propriété. L'entretien constant, les taxes foncières, les primes d'assurance, les frais de copropriété. C'est beaucoup à gérer, et cela demande un certain niveau de sophistication financière. Maman s'est penchée et m'a tapoté la main avec sympathie, son expression mêlant inquiétude et déception.
Peut-être pourrais-tu commencer petit, chérie. Un petit condo ou une maison de ville, quelque chose de gérable. Monte progressivement les échelons. Si elle peut même se qualifier pour une hypothèque, a marmonné papa, pas tout à fait sous son souffle, mais assez fort. Pour que tout le monde l'entende. Le dîner de famille a continué pendant 1 heure et demie de plus avec des histoires plus détaillées sur les améliorations de la maison de Sarah. Sa récente promotion au poste de directrice marketing senior et son ambitieux plan sur 5 ans pour déménager dans une maison encore plus grande en banlieue avec un garage pour 3 voitures et une piscine. J'ai écouté tranquillement, hochant occasionnellement la tête quand quelqu'un s'adressait à moi directement, maintenant le rôle que j'avais joué pendant des années. Alors que nous débarrassions les plats et préparions le dessert, Sarah m'a accosté dans la cuisine pendant que les autres se dirigeaient vers le salon. J'espère que tu ne prends pas ce que papa a dit trop personnellement. Il veut juste te voir réussir et construire quelque chose de significatif. Nous le voulons tous, vraiment. Je sais, ai-je répondu méthodiquement, rinçant les assiettes et les chargeant dans le lave-vaisselle. Si jamais tu veux des conseils sur la façon d'être préapprouvé pour une hypothèque ou de trouver un bon agent immobilier, je suis tout à fait heureuse de t'aider. Je connais cette femme extraordinaire qui se spécialise dans l'aide aux primo-accédants, surtout ceux qui travaillent avec des budgets plus limités. Elle est très patiente et compréhensive face aux différentes situations financières. J'ai souri et les remercié pour son offre généreuse, maintenant. La façade qui était devenue une seconde nature au fil des ans. Le trajet en voiture jusqu'à la maison m'a donné le temps de réfléchir à la conversation de la soirée et au schéma familier qui avait émergé. Ce n'était pas un territoire nouveau. Ces dîners de famille suivaient le même scénario de base depuis des années. Sarah présenterait sa dernière réalisation ou acquisition. La famille louerait son sens financier et son approche avant-gardiste de la création de richesses, et je resterais assise tranquillement. Pendant qu'ils discuteraient de mon apparent manque d'ambition et de mes choix de vie discutables. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'avait la moindre idée, c'est que je payais l'hypothèque de Sarah depuis 2 ans. Cela a commencé petit et inoffensif, comme souvent. Sarah m'avait appelé en larmes environ 18 mois après avoir acheté sa maison, expliquant en sanglots que son emploi en marketing n'était pas aussi stable qu'elle l'avait cru au départ. L'entreprise pharmaceutique subissait une restructuration majeure, son département entier était supprimé, et elle faisait face à une période de chômage de 3 mois pendant qu'elle cherchait un nouveau poste. Je ne sais pas ce que je vais faire, Emma, avait-elle sangloté au téléphone, sa voix brisée par le désespoir. Le paiement de l'hypothèque est de $3200 chaque mois, et je n'ai assez d'économie que pour couvrir peut-être 6 semaines, peut-être 8 si je m'étire. Vraiment. Je ne peux pas perdre cette maison. Pas après tout ce que j'ai traversé pour l'obtenir, tous les sacrifices et la planification. Elle m'avait supplié de ne pas parler à la famille de sa situation. Son image soigneusement construite de sœur réussie était tout pour elle, le fondement de son identité au sein de notre dynamique familiale. La pensée que papa ou maman sache qu'elle ne pouvait pas payer ses mensualités de prêt était absolument insupportable pour elle. Alors, j'ai aidé. Au départ, je l'ai considéré comme une solution temporaire à une crise à court terme. J'ai mis en place un virement automatique mensuel de mon compte professionnel vers le sien, couvrant son paiement hypothécaire de $3200 pendant qu'elle se concentrait sur la recherche d'un nouvel emploi. C'était censé être un arrangement bref, juste le temps qu'elle se remette sur pied et puisse reprendre les paiements normaux. Mais ensuite, elle a trouvé un nouvel emploi qui payait beaucoup moins que son poste précédent. Le rôle de marketing dans une plus petite entreprise de biotechnologie offrait une meilleure stabilité à long terme et un potentiel de croissance. Mais il s'accompagnait d'une réduction de salaire annuel substantielle de $30 000 qui rendait ses paiements hypothécaires complètement ingérables avec son nouveau salaire.
Elle a gardé la maison en continuant d'accepter mes paiements mensuels, qu'elle présentait maintenant comme un prêt temporaire qu'elle rembourserait. Certainement une fois que sa situation financière s'améliorerait, et qu'elle serait promue ou trouverait un poste mieux rémunéré ailleurs. C'était il y a plus d'1 an, et les paiements avaient continué chaque mois sans interruption. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Pendant que Sarah donnait des conférences sur l'accumulation d'équité et les avantages à long terme de la propriété immobilière, je finançais littéralement sa version du rêve américain. Chaque mois, je transférais $3200 pour la maintenir à flot financièrement. Tandis qu'elle se prélassait dans l'admiration de la famille pour son soi-disant succès financier et ses capacités de planification. Le cabinet de conseil pour lequel je travaillais soi-disant était en fait une couverture pour ma véritable entreprise, une société de gestion immobilière que j'avais bâtie de zéro au cours des 5 dernières années. Je possédais 17 propriétés locatives dispersées dans toute la ville, générant suffisamment de revenus passifs pour que je puisse subventionner le mode de vie de ma sœur sans affecter de manière significative ma propre stabilité financière ou mes plans d'investissement à long terme. Mais expliquer cette réalité nécessiterait de révéler tout le réseau de mensonges et d'hypothèses qui était devenu le fondement de notre dynamique familiale. Sarah ne pouvait pas admettre qu'elle avait des difficultés financières sans détruire son image soigneusement entretenue. Et moi, j'étais fatigué d'essayer de faire mes preuves auprès de personnes qui avaient déjà décidé que j'étais la déception de la famille. Le lundi matin a apporté ma routine habituelle de revue des rapports de revenus locatifs et des calendriers d'entretien. J'ai vérifié le courriel de nuit de ma gestionnaire immobilière, Janet, qui s'occupait de la plupart des opérations quotidiennes pendant que je me concentrais sur les acquisitions et la planification stratégique. Mes 17 propriétés se portaient bien avec des taux d'occupation supérieurs à 95% et des revenus locatifs continuant d'augmenter avec les taux du marché. La propriété de Riverside reçoit plusieurs candidatures de locataires qualifiés, a rapporté Janet lors de notre appel hebdomadaire. 3 candidats différents, tous offrant au-dessus du loyer affiché. Nous pourrions probablement obtenir $2800 au lieu des $2600 annoncés, peut-être même $2900 si nous sommes sélectifs. J'ai approuvé l'augmentation et suis passé en revue les rapports de dépenses pour les rénovations récentes d'un duplex en centre-ville. Les affaires étaient florissantes, mieux que florissantes. En fait, le marché immobilier solide signifiait que mes propriétés prenaient de la valeur tout en générant des revenus locatifs stables que je réinvestissais dans des acquisitions supplémentaires. Mon téléphone a vibré avec un message. Texte de Sarah. Merci encore pour le dîner d'hier soir. Maman a adoré voir toute la famille réunie comme ça. Au fait, je suis super excité par le nouveau dosseret. Je pense déjà à refaire la salle de bain principale ensuite. Tu sais comment sont les projets de rénovation. Il y a toujours quelque chose d'autre à mettre à jour. Un visage souriant avec des yeux souriants. J'ai regardé le message un long moment, traitant le ton décontracté et la mention d'un autre projet de rénovation. Coûteux. La rénovation de la salle de bain coûterait probablement entre 15 000 et 20 000 dollars de plus. De l'argent qu'elle n'avait pas, et qui serait inévitablement financé par des cartes de crédit ou des prêts personnels qu'elle aurait du mal à rembourser avec son salaire réduit. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui m'habitait depuis des mois. J'ai d'abord appelé Janet, ma voix ferme et professionnelle. J'ai besoin que vous arrêtiez de traiter le paiement mensuel de Sarah Matthews pour la propriété de Riverside, avec effet immédiat. Le virement mensuel de $3200 qui est passé automatiquement. Êtes-vous sûr de cela? Je peux configurer une méthode de paiement différente s'il y a un problème avec la configuration bancaire actuelle. Non, dis-je fermement, ma décision se cristallisant au fur et à mesure que je parlais. Arrêtez complètement d'accepter des paiements de sa part. À partir du mois prochain.
Janet était confuse mais garda son professionnalisme. Compris. Dois-je envoyer une notification formelle concernant l'arrêt des paiements ou gérez-vous toutes les communications directement? Je m'occuperai de toutes les notifications moi-même. Ensuite, j'ai appelé mon comptable pour discuter des implications fiscales de la rupture de l'accord. Les paiements mensuels à Sarah avaient été structurés comme des prêts familiaux plutôt que des revenus locatifs, ce qui simplifiait la documentation et les exigences de déclaration. L'appel le plus difficile fut celui à Sarah elle-même. « Emma, quoi de neuf ?» demanda-t-elle joyeusement, sa voix pleine de la confiance de quelqu'un qui croyait que son soutien financier était garanti indéfiniment. « Nous devons parler des paiements hypothécaires mensuels, ai-je dit sans préambule ni conversation futile. Sa voix est immédiatement devenue prudente et incertaine. Qu'en est-il? Y a-t-il un problème avec le système de transfert? Il s'arrête. Le mois prochain sera le dernier paiement. Le silence a duré près de 30 secondes, seulement rompu par le son de la respiration de Sarah, devenant plus rapide et superficielle. Qu'est-ce que tu veux dire, arrêter? Emma, je ne peux pas. Tu sais, je ne peux pas me permettre de payer l'intégralité du prêt hypothécaire seul. Mon salaire actuel n'est pas suffisant pour le couvrir, plus toutes les autres dépenses mensuelles. Je pensais que nous avions un accord, un arrangement qui fonctionnait pour nous deux. Nous avons eu un arrangement pendant 24 mois. Mais je ne peux pas continuer à subventionner ton mode de vie indéfiniment. Mais je commence enfin à m'en sortir financièrement, a-t-elle protesté, sa voix montant de désespoir. La rénovation de la salle de bain ajoutera une valeur significative à la maison. C'est un investissement intelligent qui se rentabilisera tout seul. Et j'espère vraiment une promotion l'année prochaine. Qui pourrait faire remonter mon salaire là où il était avant, peut-être même plus haut. J'ai écouté patiemment tandis qu'elle expliquait pourquoi ce moment particulier n'était pas le bon. Comment elle avait juste besoin de quelques mois de plus pour tout arranger et stabiliser correctement. Les mêmes explications et promesses que j'entendais depuis 24 mois consécutifs. Sarah, je ne peux pas continuer à subventionner ton hypothèque pendant que tu me fais la leçon sur la responsabilité financière et l'importance de construire de l'équité. De quoi tu parles? Je ne te fais jamais la leçon sur l'argent ou quoi que ce soit de ce genre. Hier soir au dîner, tu as passé plus d'une heure à m'expliquer pourquoi je devrais acheter une propriété et accumuler de l'équité, au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer chaque mois. Une autre longue pause alors que les implications s'imprégnaient. C'est complètement différent, cependant. J'essayais juste d'être encourageante et serviable. De te donner des conseils amicaux basés sur ma propre expérience. Des conseils sur la propriété immobilière et la création de richesses pendant que je paie ton hypothèque chaque mois. Sa voix est devenue plus petite et plus défensive. Tu sais, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Je ne peux tout simplement pas perdre cette maison, Emma. Cela me détruirait. Absolument professionnellement et personnellement. Et si la famille découvrait que j'ai des difficultés financières, que je ne pouvais pas réellement me permettre cet endroit seul, ce n'est plus mon problème à résoudre. La conversation s'est mal terminée, Sarah pleurant et faisant des promesses de plus en plus désespérées concernant des calendriers de remboursement révisés et des délais plus réalistes pour l'indépendance financière. Je me sentais coupable de sa détresse, mais aussi soulagé que la mascarade prenne enfin fin. La prétention avait duré beaucoup trop longtemps. 3 jours plus tard, Sarah a convoqué une réunion de famille d'urgence. J'ai quelque chose de très important à vous dire à tous, a-t-elle annoncé lorsque nous nous sommes réunis chez maman et papa jeudi soir. Ses yeux étaient cernés de rouge par les pleurs, et elle semblait ne pas avoir beaucoup dormi ces derniers jours. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Demanda immédiatement maman, ses instincts maternels activés par la détresse évidente de Sarah.
Sarah prit une inspiration tremblante et regarda autour d'elle dans la pièce. J'ai eu de sérieuses difficultés financières, plus importantes que ce que j'ai laissé entendre à quiconque. La vérité, c'est que je ne peux pas me permettre mes paiements d'hypothèque avec mon salaire actuel, et j'ai reçu une aide financière pour garder la maison. Papa se pencha en avant sur sa chaise, son expression passant de l'inquiétude à la confusion. Quel genre d'aide? Une deuxième hypothèque? Un prêt personnel? De la banque? Emma a payé mon hypothèque entière pendant les 2 dernières années. La pièce est devenue complètement silencieuse, comme si tout l'air avait été soudainement aspiré. Oncle Robert a été le premier à retrouver sa voix. Emma? Emma, celle qui. J'ai hoché la tête calmement, rencontrant son regard incrédule. Les paiements mensuels étaient de $3200. J'ai couvert l'intégralité de ses frais de logement depuis qu'elle a perdu son premier emploi après l'achat de la maison. Mais tu ne. Papa commença, puis s'arrêta en réalisant ce qu'il allait dire. Posséder une propriété, avoir une carrière réussie, gagner suffisamment d'argent pour aider quelqu'un d'autre. J'ai complété les blancs avec lesquels il luttait. C'est ça. Maman semblait complètement perplexe, comme si les hypothèses fondamentales sur notre famille avaient été soudainement bouleversées. Comment as-tu pu te permettre de payer l'hypothèque de Sarah? Ton travail dans cette petite entreprise de conseil? Mon entreprise de conseil gère 12 millions de dollars d'actifs immobiliers résidentiels. Je possède personnellement 17 propriétés locatives dans toute la ville. Le paiement de l'hypothèque de Sarah représente environ 8% de mon revenu locatif mensuel. La révélation frappa la pièce comme une explosion. Sarah pleurait doucement, embarrassée par l'exposition publique de sa dépendance financière. Le visage de Papa avait changé plusieurs fois de couleur alors qu'il traitait l'information, qui contredisait complètement tout ce qu'il pensait savoir de ma situation financière. 17 propriétés, répéta oncle Robert d'une voix faible, comme si dire les mots pouvait les rendre plus compréhensibles. J'ai commencé avec un duplex il y a 5 ans. J'ai utilisé les revenus locatifs pour me qualifier pour des prêts d'investissement sur des propriétés supplémentaires. Une stratégie de construction de richesse assez standard en investissement immobilier. Janet avait préparé un résumé de portefeuille pour exactement ce genre de situation. Une seule page montrant les emplacements des propriétés, les dates d'acquisition, les valeurs marchandes actuelles et les revenus locatifs mensuels. Je l'ai sorti de mon sac à main et l'ai posé sur la table basse où tout le monde pouvait la voir. Papa a pris le document avec des mains visiblement tremblantes. Cela dit que tes propriétés valent plus de 4,2 millions de dollars au total. Évaluation actuelle du marché. J'ai confirmé avec un air de fait. Bien que les valeurs immobilières aient augmenté de façon assez constante au cours des 18 derniers mois, ce chiffre est probablement conservateur. Sarah s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Son embarras mêlé maintenant à quelque chose qui ressemblait à du ressentiment. Je n'ai jamais voulu que ça dure aussi longtemps. Je n'arrêtais pas de penser que je trouverais un meilleur emploi ou une promotion significative ou quelque chose qui me permettrait de rembourser Emma et de gérer moi-même les paiements de l'hypothèque. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit qu'Emma t'aidait financièrement? Demanda maman, sa voix à peine un murmure. Parce que vous pensez tous que c'est l'échec de la famille, a claqué Sarah, son embarras se transformant soudain en colère défensive. Chaque dîner de famille tourne autour de mon succès et de la nécessité pour Emma de se ressaisir et de faire de meilleurs choix. Comment étais-je censé expliquer que cette sœur qui réussissait avait besoin du soutien financier de celle qui ne réussissait pas? La pièce est redevenue silencieuse alors que tout le monde absorbait toutes les implications de ce qui avait été révélé. Alors, quand tu me donnais des conseils sur l'accumulation de capital et l'achat de biens immobiliers, dis-je à Sarah, laissant la phrase en suspens.
Je sais exactement ce que ça donne, dit-elle misérablement. J'ai juste. Je voulais maintenir l'image, tu sais. J'ai travaillé si incroyablement dur pour acheter cette maison. Et quand je ne pouvais plus me la permettre, je ne pouvais pas supporter d'admettre mon échec à tout le monde. Papa se racla la gorge. Maladroitement. Emma, je te dois de sérieuses excuses. Nous tous. Nous nous sommes complètement trompés sur ta situation pendant des années. Trompés sur beaucoup de choses. J'ai acquiescé, ma voix restant calmée. Mesurée. Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Demanda maman, sa confusion sincère. Toutes ces années où nous pensions que tu avais des difficultés financières, où nous faisions des suppositions sur ta carrière. Parce que ce que vous pensiez de mon succès n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de votre approbation ou de votre reconnaissance pour bâtir une entreprise rentable. Mais j'en avais assez de financer le mode de vie de Sarah pendant qu'elle me faisait la leçon sur la responsabilité financière. Oncle Robert fixait toujours le document du portefeuille immobilier. Tu as porté tout ce succès financier tranquillement pendant des années pendant que tu quoi faisiez des suppositions, offriez des conseils non sollicités, me traitiez comme la déception de la famille. J'ai haussé les épaules. L'investissement immobilier n'est pas particulièrement spectaculaire ou excitant. Vous achetez des propriétés, les entretenez correctement, percevez les loyers et réinvestissez les bénéfices. C'est ennuyeux et stable, ce qui ne donne pas lieu à des conversations passionnantes à table. Sarah leva les yeux de ses mouchoirs. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant avec la maison? C'est ton problème à résoudre, dis-je fermement. Tu as 30 jours pour trouver comment couvrir ton prêt hypothécaire sans mon soutien financier. Je ne peux pas me le permettre avec mon salaire actuel. Tu sais que c'est impossible. Alors vends la maison. Réduis tes dépenses pour quelque chose que tu peux réellement te permettre avec tes revenus, ou trouve un moyen d'augmenter tes revenus, mais je ne subventionne plus ton mode de vie. La réunion de famille s'est terminée par de longs silences embarrassés et des excuses tièdes qui semblaient plus obligatoires que sincères. Papa a promis d'être plus encourageant et moins critique à l'avenir, tandis que maman a insisté sur le fait qu'elle avait toujours cru en mon potentiel, malgré toutes les preuves du contraire. Oncle Robert a demandé des conseils en investissement, ce qui semblait particulièrement ironique compte tenu de ses commentaires précédents sur mes perspectives financières. Au cours des semaines suivantes, Sarah a exploré ses options limitées avec un désespoir croissant. Elle a mis la maison en vente et a commencé à chercher des condos et des maisons de ville plus petits qui correspondraient à son budget réel. Les plans élaborés de rénovation de la salle de bain ont été tranquillement abandonnés, ainsi que plusieurs autres projets d'amélioration qu'elle avait prévus. L'ajustement le plus difficile pour elle a semblé être d'accepter la réalité de vivre selon ses moyens réels. Pendant 2 ans entiers, mon soutien financier lui avait permis de maintenir un mode de vie qui dépassait significativement ses revenus. Sans ce filet de sécurité, elle a été forcée de faire de vrais choix concernant les priorités de dépenses et les attentes en matière de mode de vie. Lors du dîner de famille suivant, toute la dynamique avait considérablement changé. Au lieu que Sarah exhibe des projets coûteux de rénovation de maisons et prodigue des conseils financiers, la conversation portait sur son processus de recherche de maison et ses plans de déménagement dans une situation de vie plus gérable. Papa posait des questions réfléchies sur mes opérations immobilières, tandis que maman voulait comprendre comment j'avais réussi à bâtir un portefeuille aussi fructueux si discrètement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'aies jamais rien dit sur ton succès, a admis Sarah au dessert, sa voix portant un mélange d'admiration et de ressentiment. Toutes ces fois où nous faisions des commentaires sur tes perspectives de carrière ou ton appartement. Je vis dans un appartement d'une chambre parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace personnel, ai-je
Expliquer patiemment. Mon argent va à l'acquisition d'actifs générateurs de revenus, pas à l'inflation du style de vie ou à l'impression des autres. Mais tu pourrais te permettre un endroit bien plus agréable, un condo de luxe. Ou une maison. Je pourrais me permettre beaucoup de choses. Cela ne signifie pas que je devrais les acheter juste parce que je le peux. La conversation de ce soir-là était fondamentalement différente, plus honnête, moins performante. Avec une curiosité sincère remplaçant le précédent schéma de compétition subtile. Et de jugement. Sarah s'adaptait encore à sa nouvelle réalité financière. Mais elle semblait quelque peu soulagée d'abandonner la façade épuisante d'un succès sans effort. Un mois plus tard, elle a trouvé un acheteur qualifié pour sa maison et a acheté un condo plus petit qui correspondait confortablement à son budget réel. L'équité de la vente a remboursé ses dettes de carte de crédit accumulées et a fourni un modeste fonds d'urgence pour les dépenses imprévues futures. C'est vraiment sympa en fait, m'a-t-elle dit quand je l'ai aidé à emménager dans le nouvel endroit. Plus petit, évidemment, mais je n'ai plus à me soucier constamment de payer les mensualités et je n'ai plus à faire semblant d'être financièrement ce que je ne suis pas. La dynamique familiale a continué d'évoluer progressivement. Papa a commencé à me demander mon avis sur les questions financières et les stratégies d'investissement, tandis que maman semblait réellement intéressée à comprendre comment j'avais bâti mon entreprise avec autant de succès. Oncle Robert, peut-être le plus transformé par la révélation, était devenu presque déférent dans ses interactions avec moi. Mais le plus grand changement fut dans ma relation avec Sarah. Sans la dépendance financière et le besoin constant de maintenir de fausses apparences, nous pouvions enfin être complètement honnêtes l'une envers l'autre sur nos situations respectives. Elle travaillait assidûment à reconstruire sa stabilité financière et son indépendance, tandis que j'apprenais à être plus ouverte sur mes succès et mes objectifs à long terme. Les dîners du dimanche sont devenus des conversations plus équilibrées, chacun apportant sa perspective plutôt qu'une personne dominant avec des histoires de réussite soigneusement sélectionnées. Sarah parlait ouvertement de sa recherche d'un poste avec une meilleure rémunération, tandis que je partageais des mises à jour sur les acquisitions de propriétés et les tendances du marché. Je me sens toujours absolument horrible à propos de toutes ces années où j'ai pris ton argent tout en critiquant tes choix de vie, a dit Sarah lors d'une de nos conversations privées plusieurs mois plus tard. Cela m'a appris quelque chose de précieux, ai-je répondu pensivement. Le soutien familial ne devrait pas être assorti de conditions ou d'attentes, mais il ne devrait pas non plus permettre aux gens d'éviter de faire face à la réalité indéfiniment. Avec le recul, les 2 années de soutien financier secret avaient été à la fois gérables d'un point de vue commercial et émotionnellement épuisantes sur le plan personnel. J'avais acquis des connaissances importantes sur la différence entre aider quelqu'un à travers une véritable crise temporaire et subventionner ses choix de vie permanents qui dépassaient ses moyens réels. La vente de la maison de Sarah a été clôturée un mardi après-midi de novembre. Ce soir-là, elle m'a envoyé un message texte. Premier paiement hypothécaire du condo, entièrement payé de mon propre compte. C'est absolument incroyable. Merci pour tout ce que tu as fait et pour avoir enfin dit non quand tu devais le faire. Le message a eu l'effet d'une clôture sur un chapitre qui avait défini notre relation pendant beaucoup trop longtemps. Sarah apprenait à vivre authentiquement selon ses moyens, tandis que j'apprenais à établir des limites appropriées qui protégeaient à la fois mes ressources financières et mon bien-être émotionnel. La famille s'était adaptée à une toute nouvelle compréhension des circonstances et des capacités réelles de chacun. Plus de suppositions sur le succès ou l'échec basé uniquement sur les apparences extérieures ou les choix de vie. Plus de leçons sur la responsabilité financière de la part de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre son propre mode de vie soi-disant réussi. Plus important encore. Plus de transferts mensuels pour maintenir l'illusion de prospérité soigneusement construite de quelqu'un d'autre tout en étant traité comme la déception de la famille qui ne pouvait pas se prendre en main. Cela
valait certainement la peine d'être célébré. J'aurais dû m'en douter. Ma sœur. Ashley avait ce ton particulier dans la voix, celui qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants quand elle voulait quelque chose. Pas vraiment demander. Plutôt annoncer une décision qu'elle avait déjà prise, et vous défier d'objecter. J'en ai juste besoin pour le week-end, a-t-elle dit, en prenant mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine chez maman. Tu ne l'utilises jamais de toute façon. Maman a levé les yeux de ses mots croisés et a hoché la tête. Tu conduis cette vieille Honda la plupart du temps. Laisse Ashley prendre la belle. La belle était une Tesla Model S noire. Élégante, chère, le genre de voiture qui fait tourner les têtes. Je l'avais conduite chez maman ce matin-là pour notre brunch dominical habituel. Et maintenant, les doigts manucurés d'Ashley s'enroulaient déjà autour du porte-clés. Bien sûr, pas de problème, ai-je dit en prenant une autre gorgée de café. Le sourire d'Ashley s'élargit. Merci, petite sœur. J'ai ce week-end à la plage. Avec Marcus et sa voiture est au garage. Je ne peux pas arriver au resort dans ma Civic, n'est-ce pas? Le resort? Répéta maman avec approbation. Lequel? Le Grand Pélican à Miramar Beach. 4 étoiles, vue sur l'océan, tout le tralala. Ashley se dirigeait déjà vers la porte. Marcus me traite bien. Contrairement à certaines personnes qui conduisent des Honda déglinguées à 32 ans. J'avais cessé de me défendre il y a des années. Lors des réunions de famille, j'étais toujours la pratique. Celle qui portait des chaussures confortables et conduisait une voiture pratique et occupait un emploi que personne ne comprenait vraiment. Quand les gens demandaient ce que je faisais, maman agitait la main vaguement et disait, quelque chose avec des ordinateurs. Et le transport. Amuse-toi bien, ai-je dit à Ashley. Elle s'est arrêtée à la porte, faisant tinter le porte-clés. Oh, je vais essayer de ne pas être jalouse. Après son départ, maman est retournée à ses mots croisés. Tu es une bonne sœur de là. Laissez l'emprunter. Tu sais à quel point elle travaille dur au salon. Je n'ai pas mentionné qu'Ashley m'avait appelé 4 fois le mois dernier pour emprunter de l'argent. Je l'avais envoyé comme toujours, tout comme j'avais discrètement payé la moitié de l'hypothèque de maman pendant 3 ans après la mort de papa. La laissant penser que son assurance vie était plus généreuse qu'elle ne l'était réellement. L'avantage d'être sous-estimé est que cela devient une sorte d'invisibilité. Confortable à sa manière. Personne ne pose trop de questions. Personne n'attend trop. Vous existez en arrière-plan des photos de famille. La personne fiable qui se présente, acquiesce et fait en sorte que les choses se passent bien. Mon téléphone a vibré avec un message d'Ashley. Merci encore. Tu es là. Meilleur. Automobile, 2 cœurs. J'ai renvoyé un simple pouce levé. Maman a posé ses mots croisés. Tu devrais venir à la maison du lac le mois prochain. Toute la famille sera là pour le 4 juillet. Ashley amène Marcus. Ta cousine Jen amène son nouveau petit ami. Ça va être amusant. J'essaierai. Ai-je dit, ce qui était un code pour probablement pas. Tu dis toujours ça. Emma. Tu travailles trop. Quoi que tu fasses avec les ordinateurs et les camions de livraison, ça peut attendre un week-end. Des camions de livraison. C'est ce qu'elle pensait que je faisais. Coordonner les livraisons, peut-être. Dispatcher les itinéraires. Quelque chose d'ouvrier qui expliquait la Honda pratique, la garde-robe simple. Et le manque général de faste dans ma vie. Je vais vérifier mon emploi du temps, ai-je dit. Amène quelqu'un, a suggéré maman. Pas pour la première fois. Ce serait bien si tu avais un +1 pour une fois. Ashley avait Marcus. Ma cousine Jen avait son nouveau petit ami. Oncle Robert amènerait tante Linda. Tout le monde était en couple, visiblement. Prospère de la manière que les réunions de famille pouvaient mesurer. Approuver.
Et puis il y avait moi, 32 ans, célibataire, conduisant une Honda Civic, faisant quelque chose de vague avec les ordinateurs. Je verrai ce que je peux faire, ai-je dit, ramassant mes affaires pour partir. Maman m'a serré dans ses bras à la porte. Tu es une bonne fille, Emma. Je m'inquiète pour toi parfois, mais tu es stable. Ça compte pour quelque chose. Stable, fiable, pratique. Les mots qui m'avaient suivi toute ma vie d'adulte. Je suis rentré chez moi dans ma Honda Civic, celle avec 140 000 km au compteur. Et une porte passager qui claquait légèrement. Elle roulait parfaitement. Consommait peu d'essence, et personne ne la regardait deux fois, ce qui était précisément le but. Lundi matin, j'étais à mon bureau quand mon téléphone a vibré. Derek de la gestion de flotte. Mademoiselle Anderson, c'est Derek de la gestion de flotte. J'ai posé mon café. Quoi de neuf, Derek? Le véhicule 47 vient de franchir les frontières de l'État. Il est actuellement en Alabama, en direction de la Floride. Le suivi GPS montre qu'il a quitté le rayon autorisé hier après-midi. Vers 14 heures. J'ai affiché le système de surveillance de flotte sur mon écran. Il était là. L'itinéraire de la Tesla noire surligné en rouge. Mouvement non autorisé. Violation de frontières d'État. Aucune autorisation de voyage préapprouvée. Déposé. Le système était automatique. Chaque véhicule de notre flotte d'entreprise était équipé d'un suivi GPS, d'alerte de géorepérage et d'une surveillance de conformité. Il ne s'agissait pas de confiance. Il s'agissait de responsabilité, d'exigence d'assurance, de réglementation fédérale du DOT pour les opérations de véhicules commerciaux. Lorsque vous gérez une flotte de 73 véhicules dans 5 États, vous ne faites pas de compromis sur la documentation. Voulez-vous que j'envoie la notification de protocole standard? A demandé Derek. J'ai regardé le petit point sur mon écran se diriger vers le sud sur l'I-65. Ashley et Marcus chantent probablement à la radio, postant des stories Instagram. Depuis la route. Sans le moindre souci. Véhicule 47. Je l'avais ajouté à la flotte il y a 8 mois lorsque nous avons étendu notre activité à la division 2. Transport haut de gamme. Navettes exécutives, événements d'entreprise, services. Clients haut de gamme. La Tesla était censée signaler que l'Anderson Logistic Corporation montait en gamme, rivalisant avec les acteurs établis. Au lieu de cela, elle transportait ma sœur vers un centre de villégiature balnéaire. Envoie-le, ai-je dit. Derek a hésité. Tu es sûr? Je sais que c'est une situation familiale. C'est précisément pourquoi ça doit passer par les voies appropriées. En voilà. Notification. Oui, madame. La notification est envoyée simultanément à 3 endroits, le téléphone du conducteur, le contact enregistré et notre équipe de conformité juridique. C'est automatique, déclenché par le système GPS dès que des paramètres non autorisés sont enfreints. Vous ne pouvez pas simplement prendre une voiture de société pour traverser les frontières d'un État sans autorisation. La couverture d'assurance change aux frontières des États. La responsabilité se déplace, les réglementations fédérales en matière de transport entrent en vigueur. J'avais expliqué tout cela à mon équipe juridique lorsque nous avons mis en œuvre le système. Sarah, notre responsable de la conformité, avait insisté sur l'absence d'exception. Même pour vous? Avais-je demandé. Surtout pour vous? Avait-elle dit, si vous êtes prise à faire du favoritisme avec les actifs de l'entreprise, c'est votre tête qui est en jeu lorsque les régulateurs se présentent. Donc, le système était automatisé, impartial, sans exception pour personne, y compris les membres de la famille qui empruntaient des voitures sans comprendre ce qu'ils empruntaient. Mon téléphone a sonné à nouveau 10 minutes plus tard. Emma, qu'est-ce que c'est que ce message que je reçois? Je l'ai mis en haut-parleur.
Quel message? Quelque chose à propos d'une utilisation non autorisée du véhicule, d'un suivi GPS et d'un retour immédiat requis. Et attends, pourquoi? Ton nom est-il dessus? Il est indiqué véhicule enregistré auprès d'Anderson Logistic Corporation. Titulaire du compte principal, Emma Anderson. Oh, ça? Dis-je calmement. Oui, c'est une voiture de société. Silence à l'autre bout. J'entendais le bruit de l'autoroute en arrière-plan, le bourdonnement du moteur électrique de la Tesla. Alors, une voiture de société. MHM. Ta voiture de société. Techniquement, elle est enregistrée au nom de la société, mais oui. Je suis le titulaire du compte principal pour tous les véhicules de la flotte. Plus de silence, puis la voix de Marcus en arrière-plan. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-ce? C'est Emma, dit Ashley, sa voix tendue. Apparemment, ce n'est pas sa voiture personnelle. Quelle corporation? La voix d'Ashley était montée d'un octave. Tu travailles dans l'informatique ou quelque chose comme ça? Logistique. En fait, je suis la PDG d'Anderson Logistic Corporation. Nous gérons le transport et la gestion de flotte pour la région du Sud-Est. 73 véhicules sont actuellement actifs dans 5 États, avec une douzaine d'autres qui seront ajoutés le trimestre prochain pour l'expansion de la côte du Golfe. Silence complet de l'autre côté du téléphone. Ashley, tu es toujours là? Tu es quoi? Qui? Je le suis depuis 6 ans. J'ai démarré l'entreprise à 26 ans. Avec un petit prêt commercial et 3 fourgonnettes d'occasion. Nous avons un peu grandi depuis. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Rapide et peu profonde. Le système de gestion de flotte signale automatiquement tout véhicule qui traverse les frontières d'un État sans autorisation appropriée. J'ai continué, en gardant ma voix professionnelle. C'est la conformité à la réglementation fédérale. Exigence du DOT pour les opérations de véhicules commerciaux. Tu comprends, Emma? Je suis en week-end à la plage avec mon petit ami. Je comprends ça. Malheureusement, tu le fais dans un véhicule